Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. On a pas mal d'actualités cette semaine-ci. Le mois de septembre commence après tout. On a l'event d'Apple qui arrive. On a eu une décision enfin sur la bataille Epic versus Apple. Donc ça c'est plutôt intéressant. Un capteur de 200 mégapixels chez Samsung. On a aussi des news au niveau carte graphique avec les RTX 3000 Super qui semble se confirmer. Les RTX 4000 juste après. On verra bien après. Dans tous les cas, vous avez la table des matières dans la description. Commençons tout de suite. Alors déjà, le premier sujet de la semaine, c'est que j'ai enfin sorti le premier épisode de la nouvelle série questions-réponses tech. En gros, le principe, si vous ne savez pas, c'est je réponds à des questions tech populaires que je vois souvent dans les commentaires. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à laisser sur la vidéo qui est déjà sortie. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez regarder. Il y a une table des matières, comme ça, vous pouvez aller vers la question qui vous intéresse le plus. Donc, c'est plutôt intéressant. Et mon but, ouais, c'est juste de répondre à ces questions-là si possible. Je sélectionne des questions en général où j'ai une réponse aussi. Je ne vais pas juste prendre une question juste pour dire, oh, je sais pas moi. Bon, il y en a quelques-unes où ça arrivera peut-être parce qu'elles sont hyper intéressantes comme questions et voilà, je tiens à montrer aux gens que je ne sais pas tout non plus. Il y a même beaucoup de choses que je ne sais pas, soyons honnêtes. Donc oui, aussi, j'ai fait une faute dans le titre. C'était pas MVMe, c'était NVMe. J'ai à chaque fois du mal. Genre les SSD, c'est des SSD NVMe et pas MVMe. Bref. Dans tous les cas, vous avez le lien dans le petit i au-dessus à droite. Et si vous avez des questions pendant ce Texama Show aussi, sur une actualité ou autre chose, n'hésitez pas à le laisser sur l'autre vidéo, justement, dans les commentaires. Alors, pour la première news, nous n'avons pas de caméra d'ailleurs parce que je vais re-update cette news vu que la présentation Apple s'est passée. Donc, j'ai tourné le Texama Show avant la présentation Apple, donc pas grave. Donc, ils ont annoncé le nouveau iPhone 13. Pour ceux qui se demandent les grosses différences, c'est surtout au niveau des caméras. Donc, notamment l'iPhone 13 de base ainsi que le 13 mini récupèrent des technologies des anciens iPhone 12 Pro. Et les iPhone 13 Pro, du coup, récupèrent des nouveautés, donc notamment des capteurs beaucoup plus grands pour capter plus de lumière. Donc ça, c'est cool. Ils ont même un mode nuit sur tous les capteurs maintenant, donc ça, c'est aussi une très bonne chose. Ils utilisent aussi une nouvelle puce qui est le A15, Bionic ou je ne sais plus quoi, comme d'habitude, ils s'amusent à mettre un joli nom derrière. Donc ça, évidemment, encore plus de puissance. C'est clairement le processeur mobile le plus puissant qui existe. Et aussi pour les modèles Pro, la plus grosse nouveauté, c'est le fait que vous avez enfin le ProMotion, donc vous avez un écran 120 Hz. Il me semble que ça se voit sur cette image. Non, même pas. Donc vous avez un écran, non, ça c'est l'iPhone 13 normal. Donc vous avez un écran 120 Hz sur les modèles Pro seulement, donc pas sur les modèles de base, ce qui offre beaucoup plus de fluidité. Pour ceux qui se demandent, ça va réduire la durée de vie de la batterie, même pas en fait. Ils ont augmenté la taille des iPhones, donc notamment les Pro, surtout dû aux caméras, sont encore beaucoup plus épais, enfin beaucoup plus. Ils sont plus épais. Et du coup, ils ont une plus grosse batterie, tout comme les iPhone 13 et iPhone 13 mini. Donc ça, c'est très important pour le mini parce qu'il avait une très mauvaise... Enfin, il avait la plus mauvaise des batteries sur tous les iPhones en tout cas. Et donc, c'était un petit peu dommage. Donc, c'est certainement dû à la puce A15 qui est plus efficace, certainement, à la plus grande batterie. Mais aussi sur les iPhone 13 Pro, c'est le fait que, tout simplement, ils ont un écran qui change de rafraîchissement en permanence. Donc, il peut aller de 10 Hz jusqu'à 120 Hz. Donc, en réalité, la plupart du temps, surtout si vous ne faites rien, genre vous regardez un article, ça va consommer moins, en fait, que les anciens iPhones, vu que là, ça se update en permanence pour vraiment suivre le taux de rafraîchissement de ce qui se passe. Vous avez aussi une autre petite dernière nouveauté, c'est le fait que la notch est un petit peu plus petite. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Il y a aussi un mode cinématique sur les caméras. Ça, c'était plutôt cool, même si c'est genre un petit peu overhypé selon moi. Mais en gros, il faut un flou, on va dire. Je vous montrerai bien une vidéo, mais des fois avec les copyrights Apple, c'est un petit peu compliqué. Donc, ils font un faux flou en vidéo, tout simplement. Et vous pouvez dire, oh, je veux focus sur la tête de cette personne, ou alors je veux focus sur la tête de cette personne. Et du coup, ça vous permet de donner un effet un petit peu comme une caméra professionnelle. Et vous pouvez même, sur les modèles Pro, enregistrer en ProRes. Donc le ProRes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un format vidéo où tout simplement vous enregistrez les photos au format... Enfin, les photos. Chaque image de la vidéo en format RAW. Donc le format RAW permet de tout simplement garder plus d'informations sur chaque image. Donc... l'exposition et tout ça. Donc, franchement, si vous n'avez jamais édité une photo RAW, vous ne pouvez pas comprendre, mais ça permet de faire beaucoup de choses. Donc, ProRes,
C'est vraiment cool. Est-ce que ça va être très utilisé par beaucoup de gens? Je ne crois pas, honnêtement. Surtout que ça prend beaucoup de place. Donc, yep. Et puis sinon, pour le reste, vous avez toujours MagSafe, tout le tralala, toujours un port Lightning en dessous de l'iPhone. Donc oui, vous pouvez enregistrer en ProRes, puis transférer vos fichiers ProRes avec de l'USB 2.0, vu que le Lightning est toujours en 2.0. Oui, oui, nous sommes en 2021 et voilà. Bon, vous pouvez aussi utiliser AirPlay, non pas AirPlay, AirDrop, je suppose, et utiliser le Wi-Fi, ce sera plus rapide que l'USB 2.0. Clairement. Donc, yep, utilisez le Wi-Fi, c'est peut-être plus logique. Pour les prix, ils sont similaires aux autres années. Et c'est à peu près tout. Et normalement, par rapport à la sortie de ces vidéos, ils sont déjà disponibles en précommande pour ceux qui le veulent, je suppose. Ah, aussi, le téléphoto sur les modèles Pro est passé à x3 au lieu de x2,5. On avait aussi des news sur l'iPad mini. Ça, c'était quelque chose que personnellement, j'attendais de voir. Donc, l'iPad mini, c'est le plus petit des iPads. Il a un écran de 8 pouces. Et du coup, là, il a une sacrée upgrade parce que déjà, il a le design moderne de tous les iPads maintenant. Il a Face ID, tout le tralala. Et surtout, il a la puce A15 de chez Apple. Donc, franchement, quand vous regardez d'un point de vue pur spec, si vous êtes juste intéressé par la puce A15 et un grand écran et tout le tralala, au lieu de prendre un iPhone Pro, prenez juste ça en fait. Vous avez une version cellulaire d'ailleurs avec 5G, mais vous n'avez pas l'application pour faire les appels dessus parce que je dis ça parce que Linus Tech Tips, il y avait justement un des gars de Linus Tech Tips qui avait fait une blague là-dessus sur le fait que pourquoi pas prendre ça au lieu d'un iPhone Pro Max? Parce que ça coûte moins cher, littéralement, hein, ça coûte 700 € et ça a à peu près les mêmes fonctionnalités à part la caméra, mais la plupart des gens s'en fichent de la caméra de toute manière. Il y a quand même une bonne caméra de base hein, pour prendre des photos normales. Donc autant prendre ça, genre c'est meilleur quand on y pense. C'est un peu grand, mais si vous avez des grandes poches, ça passe. Mais le truc, c'est que non, vous n'avez pas l'application Dialer, donc l'application qui permet de faire des appels. Vous pouvez utiliser des services en ligne pour techniquement le faire, mais c'est du bricolage, ok? C'est du bricolage, donc basiquement, ouais. Et pour ceux qui se demandent, est-ce qu'ils pourraient avoir l'application Dialer là-dessus? Totalement. Genre, rien ne les empêcherait de le faire. La raison pour laquelle ils le font pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas que des gens l'utilisent comme téléphone. Et franchement, ce serait tout à fait possible. C'est grand, hein, c'est clairement grand. Mais c'est au final, le format, c'est à peu près le même format qu'un des téléphones pliables dépliés, en quelque sorte. Et si vous avez une grande main et des grandes poches, ça passerait, franchement. Et ça coûte moins cher, encore une fois. Donc ouais, bref. iPad mini, vraiment sympa. Ça peut être très bien pour une petite liseuse, même si ça coûte cher pour une petite liseuse. Vaut mieux utiliser une liseuse avec un écran Paper Ink. Ils ont aussi refresh l'Apple Watch, qui du coup passe à la série 7, qui reste toujours, on peut le dire honnêtement, la meilleure smartwatch. Bon, elle marche que pour iOS, mais voilà. Vous pouvez utiliser sur autre chose qu'iOS, mais non, quoique. Est-ce que vous pouvez utiliser avec Android? Je pense qu'elle est hyper limitée. Bref, dans tous les cas, meilleure smartwatch, certainement. Et du coup, l'écran est un petit peu plus grand maintenant cette année-ci. Mais c'est à peu près la même forme et aussi ils ont amélioré la vitesse de rechargement. Ça, c'est une très bonne chose parce que je peux vous le dire, étant possesseur d'une Galaxy Watch 3, le plus embêtant avec les smartwatches, c'est qu'elles chargent lentement, très lentement. Il faut plus d'une heure pour la Galaxy Watch 3 pour la charger de 0 à 100%. Et du coup, et la batterie n'est pas très grande. Hein. Du coup, le problème, c'est que si vous êtes en mode « Oh, j'ai oublié de la recharger avant de partir », ben vous pouvez pas. Genre, vous n'aurez jamais le temps de la charger suffisamment. Donc, c'est très embêtant. Donc, c'est plutôt bien qu'ils aient augmenté la vitesse de chargement ici. Et puis, sinon, c'est à peu près similaire, honnêtement. Enfin, je veux dire, c'est déjà une très bonne smartwatch, donc il n'y a pas grand-chose à changer. Un écran plus grand, un petit peu plus de vitesse de chargement. Un mode aussi, maintenant que vous faites du workout, donc le service fitness plus d'Apple, maintenant, vous pouvez faire du fitness avec vos amis à distance, vous voyez, genre vous faites tous les deux en même temps, vous allez courir et du coup vous pouvez comparer ce que vous faites, donc c'est plutôt cool, je suppose. Et enfin, le dernier news de la conférence Apple, c'est le fait que Apple a refresh l'iPad d'entrée de gamme. Donc ça, c'est une assez grosse nouvelle en réalité. Donc ils sont passés sur une puce A13 qui est plutôt puissante. C'est l'iPad vraiment de base, hein, c'est le moins cher qui existe. Il y a toujours d'ailleurs le vieux bouton Touch ID et tout ça. Et du coup, c'est assez notable pour moi parce que récemment, je vous ai dit, il y a de plus en plus de tablettes Android qui sortent, qui sont plutôt pas mal. Et du coup, cet iPad refresh va offrir une énorme concurrence hein, parce qu'il est vendu... Bon, en Europe, il coûte plus cher, mais il est vendu entre 300 et 400 euros. Et honnêtement, il est plutôt bon. Franchement, si vous cherchez la meilleure tablette, c'est certainement celle-ci.
Après, évidemment, des fois, vous avez des limitations sur iOS qui sont un petit peu embêtantes, que je trouve personnellement. Donc, c'est pour ça que je préfère limite une tablette Android personnellement. Mais bon, dans tous les cas, c'est la meilleure tablette si vous pouvez faire avec ces petits défauts d'iOS. Et ça offre une énorme concurrence aux tablettes d'Android qui viennent à peine d'être annoncées au final. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui va se passer. Une chose est sûre, la puce A13 est une très bonne upgrade. Le reste reste très similaire. Il me semble que oui, vous avez True Tone, mais c'est pas hyper important. La caméra frontale aussi est upgrade. C'est la nouvelle caméra frontale d'ailleurs, grand angle qu'ils ont mis sur tous les autres appareils maintenant, qui vous permet de, par exemple, recadrer automatiquement quand vous avez plusieurs personnes, quand vous faites un FaceTime ou autre chose. Donc voilà, c'est sympa, hein, c'est sympa, mais pour moi, le plus important, oui, c'est clairement cette puce A13 qui va offrir un bon petit boost de performance pour la plupart des gens. Ensuite, on a la première news un petit peu polémique de la semaine avec la PlayStation 5 et le nouveau modèle qui est sorti récemment. Je vous rappelle, c'est celui qui est censé être un peu plus léger. Eh bien, yep, il est un peu plus léger, mais c'est basiquement la même PlayStation 5. Et la raison pour laquelle il est plus léger, c'est tout simplement parce que ils ont réduit la taille du refroidissement. Donc, c'est évidemment ça qui a fait polémique. Donc, vous avez une vidéo d'Austin Evans sur le sujet. C'est un YouTuber qui fait Hey guys et tout ça. Et du coup, il a tout simplement acheté une PlayStation 5 au Japon, un des nouveaux modèles, et il l'a ouvert et il a comparé à l'ancienne PlayStation 5 qui est sortie, donc la toute première sortie, et il a remarqué ce que vous voyez ici. Donc, ça, c'est l'ancienne PlayStation 5, et à droite, vous avez la nouvelle. Et je pense que ça se voit assez bien. Il y a beaucoup plus de métal à gauche qu'à droite. Maintenant, nouveau rebondissement là-dedans. Évidemment, ça semble logique quand vous regardez ça, si vous dites oh, il y a moins de métal, donc ça va moins bien refroidir. Mais rebondissement là-dessus, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des tests et que apparemment, la nouvelle PlayStation 5 serait mieux refroidie en fait. Et alors, Austin Evans n'a pas vraiment fait des tests de température, il faut le savoir. Il a juste fait une observation. Donc, il n'y a aucun problème à ce qu'il a fait ici, selon moi. Il a lancé le débat et c'était une bonne chose à faire. Et du coup, dans sa vidéo, il a même dit que la nouvelle PlayStation 5 paraissait plus silencieuse. Donc ça, c'était plutôt une bonne nouvelle pour Sony. Et aussi, il avait mesuré la température de l'air en sortie de la nouvelle PlayStation 5 face à l'ancienne. Il avait remarqué que la nouvelle était plus chaude, tout simplement. Depuis, Gamer Nexus a sorti sa vidéo et je disais justement que personnellement, j'allais attendre les chiffres de Gamer Nexus et ils l'ont sorti. Je vous invite à la regarder, c'est très intéressant. Et du coup, le highlight de cette vidéo, c'est le fait que la nouvelle PlayStation 5, en réalité, est légèrement mieux refroidie que l'ancienne PlayStation 5 de 2020. Donc, yep, finalement, des fois, moins de métal, ça peut être mieux parce que peut-être, moi, ma théorie, c'est tout simplement que des fois, vous avez un meilleur flux d'air. Peut-être que le radiateur de la PlayStation 5 originale était tellement épais que l'air avait du mal à traverser, le ventilateur devait travailler trop fort, du coup ils évitaient de le faire travailler trop fort pour éviter de faire trop de bruit, et ça avait du mal à refroidir, ça peut arriver des fois. Plus de métal ne veut pas dire meilleur refroidissement, forcément. Le plus important aussi, c'est un bon flux d'air dans ce métal, ou plutôt dans ce radiateur, et peut-être que ce design-là est plus efficace à ce niveau, et ça fait en sorte qu'avec moins de métal, ils arrivent à faire mieux, en fait, ou en tout cas aussi bien. Donc pour ceux qui ont peur, visiblement, Sony a fait son travail correctement. Vous n'avez pas trop besoin de vous inquiéter. La nouvelle PlayStation 5 est même un petit peu plus silencieuse grâce au nouveau ventilateur. Donc je dirais que c'est plutôt une bonne upgrade. Donc ma foi, yep, il n'y a plus trop de polémique pour moi là-dessus. Ensuite, on a une news sur un nouvel iPad. Ah non, wait, c'est une tablette Android qui ressemble énormément à un iPad. Encore une. Genre, il y en a pas mal qui sont annoncés ces derniers temps. Genre, est-ce qu'on a un renouveau des tablettes Android? Ce serait plutôt génial parce que, genre, selon moi, les tablettes Android ont été délaissées pendant des années et il y a du potentiel derrière. Surtout que maintenant, Android est beaucoup plus mature que il y a quelques années, surtout pour l'utilisation de tablettes. Donc, j'ai hâte de voir ça personnellement. Je sais que tout le monde n'est pas très tablette, hein, chacun son truc, mais moi, j'adore les tablettes. C'est pratique pour lire, c'est un grand écran. C'est pratique aussi quand vous devez aller quelque part. Ça vous donne un mini ordinateur qui marche réellement comme un ordinateur, surtout quand vous avez des accessoires comme ce clavier. C'est tout à fait utilisable. C'est pas parfait. C'est clairement pas parfait. Il y a des trucs à améliorer, surtout sur Android. Mais c'est plutôt pas mal.
Et il y a d'autres aussi petites utilisations que je vous ai montrées, genre le Stream Deck du pauvre avec une tablette, ça marche hyper bien. Ou alors, par exemple, vous pouvez utiliser comme écran secondaire pour un ordinateur. Ça se fait maintenant, surtout avec les tablettes qui ont un port HDMI en entrée. Mais vous pouvez le faire aussi via une application. Donc ça, c'est plutôt cool, franchement. Et ouais, une tablette, ça peut être pratique pour pas mal de gens. Mais le problème, c'est que les tablettes Android jusqu'à maintenant ont toujours été. Mais vous avez la Galaxy Tab A 2019 qui était bien à l'époque, mais qui maintenant a plutôt mal vieilli selon moi, même s'il n'y a pas vraiment mieux pour le même prix. Vous avez la Tab A7 aussi qui est sortie, qui est un petit peu mieux, mais voilà. Et puis après, évidemment, nous avons eu récemment d'autres annonces de tablettes. Et Lenovo en rajoute une ici avec vraiment une tablette qui paraît plutôt intéressante. Donc c'est la P12. C'est une tablette de 12,6 pouces avec un écran OLED 16 dixièmes. Et vous avez le plus important, un Snapdragon 870 dedans. Donc ça c'est plutôt cool parce que c'est un très bon processeur, 8 Go de RAM et tout ça. Et le plus intéressant, vous avez aussi 10 000 mAh de batterie, ça c'est très bon pour une tablette. Le plus intéressant, c'est qu'elle devrait coûter 600 $. Alors je sais que c'est pas pour tout le monde, 600 $, mais genre c'est très bon. Pour les specs que vous avez, c'est très bon, franchement. Euh, Maintenant, évidemment, si on avait un peu plus de tablettes milieu de gamme aussi, ce serait bien, vers 300 €. Hein. S'il y en a qui en veulent en sortir, ce serait vraiment cool, parce que là, il y a encore du chemin à faire, selon moi. On a des vieilles tablettes qui datent de je ne sais combien d'années qui continuent de faire de la résistance, comme la Tab A 2019. Ça ne devrait pas être le cas. Genre, au niveau smartphone, chaque année, c'est une révolution. Niveau tablette, c'est genre, oh, on en a une nouvelle, voilà 3 ans. Eh, c'est pas mal. Voilà 5 ans. Mais ouais, donc c'est vraiment ça. Bref, on verra ce que ça donne. Êtes-vous intéressé par des contenus sur les tablettes? Parce que personnellement, je suis très intéressé par les tablettes, donc ce serait logique que je parle de tablettes, vu que je suis un très gros utilisateur de tablettes, ça semble assez logique. Mais bon, dites-moi. Ensuite, on a une news au niveau de Samsung qui a justement annoncé le plus gros capteur photo jamais créé pour un smartphone, avec un capteur de 200 mégapixels. Alors, je dis pour smartphone parce qu'il y a déjà des grands capteurs qui sont sortis pour des caméras en réalité. Du coup, bah, ça semble logique. 200 mégapixels, c'est énorme. Ça vous fait une image de 16 000 pixels sur 12 000. C'est du 12K, basiquement. Donc, yep, c'est énorme. Alors, directement, il y en a qui vont poser la question, est-ce utile? Pas vraiment. Je veux dire, en plein jour, vraiment en plein jour avec la lumière du soleil, genre il fait ensoleillé, ça peut être utile. Genre vraiment, vous allez pouvoir en tirer parti. Mais dès qu'il y aura un petit peu moins de lumière, yep, ça va beaucoup moins être utile. Pourquoi? Parce que ça semble logique. Ce capteur n'est pas vraiment physiquement plus grand que ceux qu'on a déjà sur smartphone. Et c'est même pas le plus grand qui existe dans les smartphones à l'heure actuelle. Il y en a qui sont plus grands physiquement. Et du coup, ça veut dire que, yep, chaque pixel vraiment sur ce capteur est beaucoup plus petit qu'un autre capteur. Et s'il est beaucoup plus petit, il a beaucoup plus de mal à capturer de la lumière, tout simplement. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans le noir, vous allez juste avoir une bouillie de pixels, basiquement. Donc, ouais, pas forcément utile dans tous les cas. Ils ont une technologie qu'ils indiquent qui peut permettre de fusionner jusqu'à 16 pixels en un, et ça vous donnerait quand même des images de 12 mégapixels, il me semble, oui. Donc, en gros, comme vous fusionnez les pixels, ils sont beaucoup plus grands, donc vous avez une meilleure capture de la lumière. C'est même meilleur que de juste faire un capteur de 12 mégapixels directement, parce que un capteur de 12 mégapixels a techniquement un des pixels, c'est juste un pixel, alors qu'ici, même si vous vous mettez en mode 12 mégapixels, chaque pixel techniquement, c'est 16 pixels en fait. Et du coup, le capteur peut interpréter les données de ces 16 pixels de manière intelligente. Donc il peut essayer de déterminer, ok, ceux-là, ils capturent plutôt du bruit actuellement, donc on va plutôt prendre les autres capteurs, ou plutôt les autres pixels, ce qu'ils capturent, parce que visiblement, eux, ils ne capturent pas du bruit. Donc si c'est bien fait, ça peut être mieux qu'un capteur de 12 mégapixels. Il faut le savoir. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est pas le plus grand capteur qui existe sur smartphone, donc ça veut dire que c'est même pas forcément le meilleur en fait. Donc ouais, ça peut être utile. Encore une fois, quand il y a beaucoup de lumière, mais c'est très gimmick. C'est juste pour faire joli. C'est pour mettre sur les specs, faire wow, 200 mégapixels.
Mais en fait, même par défaut, c'est déjà arrivé avec Samsung, il faut le savoir, c'est que quand ils mettent des capteurs 100 mégapixels, il y a des fois 108 mégapixels, c'était leur ancien capteur. Bien souvent, en fait, ils ne fonctionnent pas à 108 mégapixels par défaut, ils fonctionnent à genre 12 mégapixels. Donc, c'est-à-dire que par défaut, si vous ne changez rien, vous n'avez même pas ce qui est affiché sur la boîte. Donc, yep, ça va être certainement très gimmick. Ensuite, quelque chose qui n'est pas du tout gimmick et qui est très important, Google.com va avoir enfin un dark mode. Donc, vous pourrez mettre Google en mode sombre et enfin ne plus vous éblouir à chaque fois que vous voulez faire une recherche. Et ça, c'est évidemment très important. Je fais un peu un terme... J'ai l'air un peu sarcastique, mais en réalité, je suis plutôt content que ça arrive. Personnellement, j'utilise une extension sur navigateur qui permet d'avoir un mode dark sur Google et toutes les autres applications Google d'ailleurs. Et du coup, enfin, j'ai envie de dire, pourquoi ça a mis autant de temps? Je comprends pas. Il montre comment l'activer ici d'ailleurs, pour ceux qui voudraient l'activer. Vous avez le bouton Settings en bas et vous pouvez vous mettre en dark mode. Mais après, tout le monde ne l'a pas forcément, donc tenez-en compte. Mais yep, voilà, dark mode pour Google. Que dire de plus à part juste enfin et aussi pour les recherches, hein, d'ailleurs. C'est pas juste la page principale. Donc, yep, ça c'est vraiment génial. Donc, ma foi, les seules personnes qui seraient mécontentes de cette news, c'est peut-être les personnes qui utilisent Discord avec le mode light mode. Oui, ça existe. Vous pouvez mettre Discord en blanc et vous éblouir sans aucune raison. Et il y a des gens, oui, il y a des gens qui existent, qui se baladent dans nos rues, que vous peut-être connaissez, qui utilisent le mode light de Discord. Donc, si vous les connaissez, peut-être qu'il est temps de changer vos connaissances, tout simplement, parce que pour moi, ce sont des monstres. Je rigole évidemment, mais il faut quand même avoir un petit grain dans la tête pour utiliser le light mode de Discord. Ensuite, on a une news au niveau d'Amazon qui va faire des TV. Alors, en réalité, ils avaient déjà fait des TV, genre des TV Amazon Basics, donc voilà. Mais Amazon, évidemment, fabrique quand même pas mal d'appareils. Ils ont les tablettes, les Fire tablettes, oui, c'est ça. Ils ont même, il me semble, à une époque, ils n'avaient pas fabriqué un smartphone, c'est tout à fait possible. Et ils ont aussi tout ce qui est Alexa, les Fire Stick pour TV, justement. Et là, ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas une TV directement? Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont deux gammes. Ils ont la gamme Fire TV Omni et vous avez aussi la 4 série qui sera beaucoup moins chère. Donc là, vous avez des TV qui commencent à partir de la moins chère à 369 $ et la plus chère jusqu'à 1100 $ en 75 pouces. Il me semble pas qu'on sait trop qui fabrique cette TV pour le moment, parce que ça semble logique à dire, c'est certainement pas Amazon directement. Ça doit être une entreprise qui le fait pour eux, donc je serais curieux de voir c'est qui le fait, quel panel ils utilisent. Est-ce que ça vient de chez LG? Est-ce que ça vient de chez Samsung? Ça vient de chez Sharp? On ne sait pas trop. Moi, je suis intéressé. Le marché de la TV a eu pas mal d'explosions ces derniers temps. Bon, évidemment, l'année 2020 a pas mal contribué à ça. Mais surtout, vous avez aussi beaucoup d'explosions au niveau des concurrents. Vous avez même OnePlus qui veut faire une TV. Il me semble qu'ils l'ont déjà fait en réalité, mais il y a peut-être des chances qu'elle arrive ici. Vous avez Xiaomi aussi qui a fait plus de TV. Et des plutôt bonnes TV, même s'ils avaient un faux mode 120 Hz. Donc voilà. Mais du coup, ouais, c'est selon moi très intéressant. Je sais pas si ce sera la meilleure Smart TV, surtout avec Amazon, qui va essayer de vous foutre des pubs dans le visage en permanence. Donc, pas totalement convaincu là-dessus. Mais si elles marchent bien, que le panel est bon et qu'elles sont pas chères, j'ai envie de dire pourquoi pas. Il me semble qu'elles sont que disponibles aux États-Unis pour le moment. Donc, il faudra voir. Mais il y a peut-être des chances qu'ils les rendent disponibles aussi en Europe. Ce ne serait pas si étonnant que ça. Surtout si elles sont populaires aux États-Unis. Donc, yep. Moi, j'ai envie de dire pourquoi pas, si elles marchent bien. Ensuite, un autre truc, pourquoi pas si ça marche bien, vous avez des modeurs qui ont réussi à modder un SSD pour l'utiliser sur la Xbox. Donc pour ceux qui ne savent pas, si vous voulez étendre le stockage de la Xbox, vous avez un petit port ici derrière qui est propriétaire. Donc vous devez acheter un SSD qui est fabriqué d'ailleurs par Seagate, qui est certifié pour la Xbox, que ce soit la série S ou la série X. Et du coup, il coûte cher. Donc les gens étaient en mode j'ai envie d'utiliser mon propre SSD. Donc ça changeait aussi d'ailleurs par rapport à Sony sur la PlayStation 5 qui vous permet de mettre techniquement n'importe quel SSD NVMe M.2. C'est juste qu'il doit avoir une certaine bonne vitesse, donc en réalité ça réduit votre choix, il faut le savoir. Donc, vous devez avoir un SSD qui fait du 5000 MO à la seconde minimum, il me semble. Donc,
pas non plus tous les SSD sur le marché, on peut le dire, mais au moins vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, la solution propriétaire de Microsoft n'est peut-être pas la meilleure, mais au moins elle avait le mérite d'être simple et efficace pour les gens. Genre vraiment, vous l'achetez, vous le mettez, voilà, c'est fini. Il n'y a même pas besoin d'utiliser un tournevis, même si c'est très simple sur la PlayStation 5. Il y a des gens qui auront toujours du mal, ça semble logique à dire. Donc ouais. Mais du coup, coûte cher. Et il n'est pas non plus le plus performant, celui que vous pouvez acheter pour la Xbox, pendant qu'une bestiole vole devant moi. Et du coup, il y a des gens, ils se sont dit, hey, si on modait le truc et on essaie de l'utiliser. Et le truc assez intéressant, c'est que Microsoft ici utilise un connecteur custom quand même, mais c'est un connecteur qui est basé sur le CF Express. Le CF Express, si vous ne savez pas, c'est un connecteur utilisé et aussi une norme utilisée sur les appareils photo. Donc ça permet de faire des transferts. Il me semble les meilleures cartes CF Express, ça doit être c'est du PCI Express 3.0 d'ailleurs en x4, donc c'est du un peu plus de 1000 MO à la seconde. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment fait pour des appareils haute performance ici. Donc des appareils photo qui prennent énormément de photos à la seconde par exemple. Et il faut sauvegarder toutes ces photos très vite. Et du coup, c'est une version modifiée. Donc il y a des gens qui ont réussi à faire un adaptateur CF Express où ils ont mis un SSD. Alors, ils n'ont pas mis n'importe quel SSD en réalité. Ils ont mis un SSD de la Xbox série S ou X, je ne sais plus. Donc c'est un des SSD que vous avez dedans. Vous pouvez techniquement les acheter, il me semble, mais genre ça ne veut pas dire que vous pouvez prendre n'importe quel SSD qui existe. C'est certainement aussi dû au fait que la Xbox s'attend à un SSD particulier. Donc il faut qu'il soit formaté d'une façon très particulière. Et du coup, si vous mettez n'importe quel SSD, il est en mode « ouais, je le reconnais pas ». Parce qu'évidemment, le SSD de Seagate, il est formaté correctement. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé un SSD de Xbox, parce que lui, il est déjà formaté correctement et marche directement. Donc ils ont réussi à avoir des plutôt bonnes vitesses, genre un petit peu moins de 2000 MO à la seconde, et ça marchait. Donc yep, c'est plutôt intéressant, c'est du bricolage clairement. Est-ce que je vous recommande de faire ça? Pas du tout. Selon moi, il vaut mieux acheter le truc officiel, même s'il coûte trop cher pour ce que c'est. Ce sera beaucoup plus facile. Tenez compte aussi que vous pouvez toujours étendre le stockage de la Xbox via USB pour tous les anciens jeux, donc pas les nouveaux jeux pour la Xbox série X ou S plutôt, j'arrive plus à parler, mais tous les anciens jeux Xbox 360 qui ont été portés, ou les jeux Xbox One marche via le stockage externe via USB. Donc ça, il faut le savoir, c'est assez important. Donc privilégiez les jeux Xbox série X ou S sur le stockage principal et mettez tout le reste sur un disque dur externe, basiquement. Ensuite, on a une news au niveau du fait que quelqu'un a réussi à mettre la main sur une RTX 3080 Ti avec 20 Go de RAM. Alors, il y en a qui vont dire « Oh, une nouvelle carte graphique, tout ça ». En réalité, non, c'est une ancienne carte graphique parce que quand la 3080 Ti, on a commencé à avoir des rumeurs, il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi elle aurait 20 Go de RAM. On a même vu des boîtes, c'est pour dire, de cartes graphiques avec ces inscriptions écrites. Mais quand elle est sortie, elle avait 12 Go de RAM. Eh bien, le truc, c'est qu'apparemment, au tout début, Nvidia a fabriqué des versions 20 Go de RAM. Ou plutôt a annoncé, ou plutôt, non, je devrais dire, a donné des specs pour une version 20 Go de RAM auprès des constructeurs de cartes graphiques. Donc là, c'est justement l'une d'entre elles. C'est une gigabyte et elle existe réellement. Genre, quelqu'un a eu la main dessus, il l'a testé. Et aussi, autre chose étonnante, c'est qu'elle n'était pas nerfée pour le minage de cryptocurrency. Donc, c'est-à-dire qu'elle avait la pleine puissance pour miner tout ce qui est Ethereum et tout ça. Donc, c'est assez intéressant. Ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir l'acheter maintenant. De toute façon, les cartes graphiques achetées maintenant, c'est plutôt compliqué. Bref, c'est vraiment une carte qui a juste existé genre, pendant une très courte période de temps et qui doit être très très rare et qui doit être très très cher pour rien du tout. Je veux dire, à mon avis, elle coûte plus cher qu'une 3090, c'est pour dire tellement elle est rare. Donc, juste autant prendre une 3090 si vous êtes fou à ce point-là. Donc, ouais. Mais c'est quand même intéressant de voir que oui, elle existait en réalité, donc, ma foi. Et du coup, toujours dans une news, ma foi, oui, ok. Nvidia, ou plutôt il y a une rumeur comme quoi Nvidia va réellement sortir des RTX 3000 Super. Donc, ouais, je trouve ça stupide personnellement. Déjà, évidemment, il y a tout le problème de production de cartes graphiques. Genre, ils devraient se concentrer sur les cartes graphiques actuelles, c'est sûr et certain.
Il y a aussi évidemment le problème de où est-ce qu'elles vont se ranger dans la gamme. Genre, ils vont sortir quoi? Une 3060 Super? Est-ce qu'elle va se mettre entre une 3060 et une 3060 Ti? Vous allez avoir une 3070 Super? Où est-ce qu'elle va se mettre, elle? Genre, la 3070 et la 3070 Ti n'ont pas d'énormes différences. Donc, si elle se met juste au milieu, genre, j'ai juste envie de dire, what the fuck? Vous avez la 3080, où est-ce qu'elle va se mettre, elle aussi? On sait pas. Vraiment, on sait pas. Ça pourrait être aussi une excuse pour sortir ces 3080 Super et juste arrêter de faire les 3080 qui sont très intéressantes niveau prix si vous arrivez à les avoir, les Founder Edition en tout cas. Parce que je vous rappelle, c'est des cartes qui, techniquement, quand elles drop au niveau stock, elles sont vraiment à 719 € et elles sont hyper puissantes pour ce prix-là. Donc peut-être qu'NVIDIA est en mode trop intéressant comme prix. On va faire un modèle super qui remplace la non super et qui va sortir à 900 €. Ça, il pourrait le faire totalement. Donc, pas mal de polémiques, à mon avis, à venir là-dessus si c'est réellement le cas. Et j'espère, franchement, qu'NVIDIA va pas le faire. Ne le faites pas. Juste continuez de fabriquer des cartes graphiques, essayez de fabriquer plus de cartes graphiques, d'actuellement en vendre, avant de sortir des trucs, selon moi, qui ne servent à rien. Et ensuite, du coup, on a évidemment donc les 3070, les 3000 plutôt super devraient arriver en janvier apparemment. Et les RTX 4000, elles pourraient arriver en octobre 2022. Ça semble logique qu'on soit passé en 2022, hein, vu qu'on est passé en janvier. Donc, ne vous attendez pas le mois prochain à avoir des RTX 4000, je tiens à le préciser. Donc ouais, les RTX 4000, c'est sûr et certain que ça arrive. Et c'est même sûr et certain que ça arrive l'année prochaine. Ça se voit qu'ils veulent avoir un nouveau cycle rapide de cartes graphiques. Surtout qu'Intel arrive aussi avec des cartes graphiques début 2022. AMD fout la pression quand même pas mal à Nvidia, même s'ils ont du mal à sortir du stock. Donc, Nvidia va forcément faire des RTX 4000. Mais des 3000 super, j'espère vraiment que ce ne sera pas le cas, parce que là, ce serait pas super, en fait. Et du coup, sur ce, c'est à peu près tout pour ce Texamash aussi. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et je vous dis ciao, ciao. N'hésitez pas aussi à regarder la vidéo de questions-réponses avec les questions tech. Et si vous avez une question pendant tout cet épisode-ci, allez mettre sur l'autre vidéo. C'est préférable. Ciao.